Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec vous, ses auditeurs, avec pour objectif de le faire grandir sans qu'il ait besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors si vous aimez l'émission et que vous souhaitez aider Planète Ingé, vous pouvez faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission qui se trouve à l'adresse soutenir.planeteinger.fr. L'argent récolté sert à payer les charges de l'émission, la publicité pour le faire connaître, mais aussi l'équipement et les déplacements pour plus de super interviews sur le terrain. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous laisse en compagnie de l'invité pour un nouveau super épisode de Planète Ingé. Bonne écoute! Rebonjour Anthony, merci d'être avec moi. On attaque la partie 2 de cette émission dédiée à l'ingénierie et des médias. Représente-toi en 10 secondes et puis on enchaîne sur le sujet. Oui, alors je suis content Mathieu de continuer à parler de médias et notamment de technologie pour les médias. Donc c'est vrai que je suis ingénieur plutôt spécialisé dans l'innovation pour les médias. Ça fait maintenant 7 ans que je veille, j'expérimente au quotidien sur différents sujets autour de notamment la mesure d'audience, les supports de diffusion, des modèles économiques. Et c'est vrai que j'ai développé depuis plusieurs mois maintenant, petit à petit, une véritable passion pour le sujet du Web3, la décentralisation d'Internet, ce nouveau paradigme d'Internet. Et j'y vois vraiment beaucoup d'opportunités pour les médias. Donc, ça me fait plaisir qu'on passe à cette partie-là pour en parler spécifiquement. Bon, Anthony, il est peut-être déjà épuisé par 45 minutes d'enregistrement de la partie 1, donc non, j'ai pas vu le temps passer. Et non, en fait, quand tu parles avec passion, moi, c'est plutôt, j'espère que les auditeurs auditrices ont apprécié la première partie et je serais ravi d'avoir des retours. Voilà, moi, je suis toujours ouvert au débat, parce que ce que je peux dire aussi, on peut ne pas être d'accord. Donc, au contraire, j'aime bien aussi avoir des avis. Voilà, j'aime bien avoir des retours. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter, Anthony Gouraud, ANTHONY-GOU2RAUD. Si vous voulez échanger avec moi sur tout ce que j'ai pu dire dans la première partie, même oui, on mettra c'est ça. On mettra le lien dans le descriptif. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Planète Ingé, c'est une émission qui donne la parole aux ingénieurs. C'est pas une émission partisan. Pour telle ou telle, je l'ai vu passer sur Facebook, comme quoi l'émission était partisane du nucléaire ou partisane de tel. Non, c'est une émission qui donne la voix aux ingés. Il y a différents courants de pensée sur tous les sujets. Et si vous voulez commenter, vous commentez sur Facebook, vous commentez sur LinkedIn les posts ou vous commentez directement sur le blog planetag.fr. Il y a le blog, les émissions ont un article dédié et vous pouvez laisser des commentaires. Donc voilà, on est tout à fait dans un esprit d'échange et de débat. C'est vrai que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tu prends sous l'angle des ingénieurs. C'est vrai que c'est vraiment bien cette émission parce que là, on n'est pas sous l'angle d'entrepreneur. C'est-à-dire que nous, on n'a pas spécialement grand-chose à vendre. On va plutôt apporter plutôt le fruit de travail, de réflexion ou même d'expérience et moins essayer d'apporter une solution ou vendre notre boîte. C'est vrai que c'est aussi un peu important de souligner ça. Même si à la fin de l'émission, on passe un petit message, coproduisez l'émission en achetant un NFT. Ça, on va expliquer ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut comprendre qu'une émission est partisane ou quoi, mais oui. non, on n'a pas spécialement d'intérêt économique. C'est là où je voulais en venir. Non, complètement. Il n'y a pas de financement derrière par Monsieur Areva ou Monsieur Peugeot pour la voiture électrique. Exactement. On va parler de Web3. Avant d'attaquer bien en tête le sujet, je pense qu'il est nécessaire de réexpliquer aux gens qu'est-ce que le Web3 justement et en quoi il révolutionne un petit peu le média. Donc on va redonner les définitions. C'est quoi le Web3? C'est quoi un NFT? Et après on continue de discuter. Alors c'est vrai que chacun a plus ou moins sa définition et sa vision du concept Web3, mais en fait l'idée avant tout c'est de proposer un Internet plus décentralisé, moins dépendant de tiers, d'entreprises qui viseraient à un peu trop tout contrôler sur le plan technologique. Donc c'est intéressant pour les médias, particulièrement quand on sait à quel point des entités centrales comme les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Twitter, ont clairement un énorme pouvoir
ils sont centraux vis-à-vis de la relation avec l'audience. Donc les projets dits Web3 veulent proposer des approches différentes, proposer des solutions ouvertes, non pleinement contrôlées par des tiers. Clairement, le Web3 apporte de nouveaux paradigmes, hein. Moi, je prends sous l'angle des médias, hein, mais moi, je pense notamment pour renouer un lien plus direct avec l'audience, offrir de nouvelles expériences, dynamiser les paiements en direct sans intermédiaire, par exemple avec des NFT ou des expériences dans des métavers. Avec le Web3, on peut aussi apporter un peu plus de transparence, notamment sur les paiements. C'est-à-dire qu'avec une blockchain, on peut voir qu'un média qui a tel portefeuille public a reçu tant de fonds de telle autre adresse. Ça apporte aussi de la transparence sur le financement des médias. On peut aussi penser à la résistance à la censure. Il existe beaucoup de protocoles de stockage décentralisés et on peut utiliser une blockchain pour apporter des incitations économiques, notamment IPFS, qui est un protocole pour stocker de façon décentralisée. Et au-dessus, il y a Filecoin qui permet de créer un système économique pour s'assurer que ces médias-là seront bien toujours hébergés. Il y a aussi un autre système qui s'appelle Arweave qui permet de stocker à vie du texte, de l'audio, des vidéos, etc. Après, le Web3, ça permet aussi d'agir sur le sentiment d'appartenance pour rétablir de la confiance, notamment créer on pense notamment, on peut imaginer créer une crypto-monnaie pour créer une forme d'actionnariat pour les contributeurs et le public d'un média. C'est-à-dire que ça, on parlait tout à l'heure, on parlait en première partie, quel est l'avenir pour les médias. Je pense que les médias, ils devraient beaucoup plus impliquer leur audience, que leur audience soit beaucoup moins passive et que la monétisation se fasse plus sur des actions beaucoup plus, une activité beaucoup plus active de l'audience. Et donc, on peut imaginer, des médias qui s'organisent avec des formes d'organisation décentralisée, hein, ce qu'on appelle les DAO, où en fait, il y aurait une direction collective et transparente avec un poids de gouvernance proportionnel à la quantité d'une crypto-monnaie détenue par chacun des membres. Ok. Donc, Alors du encore coup, peu de projets. par rapport à ça, moi j'exprime des réserves. C'est pas un peu trop technique, c'est pas un peu trop compliqué. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste se connecter, écouter, et puis finalement, qui finance, participer à la coproduction, s'impliquer dans une communauté. C'est pas trop compliqué. On n'oublie pas un peu l'essence du média qui est de divertir, hein, même si c'est du divertissement éducatif ou culture. Enfin, tu vois, on perd pas un petit peu l'essence de ce qu'on veut faire. Et puis voilà, aujourd'hui, quand tu dis NFT aux gens, les gens ils comprennent pas. Voilà, pour eux, c'est de la technique, c'est trop compliqué, c'est de la spéculation, c'est un objet de collection, mais voilà, c'est une carte Panini, on s'en fout, c'est une mode. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Après, là, comme on est aux prémices, ce sont que des expérimentations assez basiques. Si tu veux, c'est comme un peu parler de e-commerce au début des années 90. C'est-à-dire que c'est un petit peu conceptuel, quoi. On aurait pu très bien penser, milieu des années 90, c'est quand même assez compliqué. Qui va mettre sa carte bancaire, qui va informer ses informations auprès d'inconnus sur un écran. Enfin, ça paraissait insensé et ça paraissait beaucoup trop compliqué comparé à aller dans une librairie ou son commerce d'à côté. Bon, il se trouve que il y a eu des travails d'ergonomie, il y a eu un gros travail de vulgarisation et petit à petit on a compris ce que ça réglait comme problème. Je pense que quand on pense au NFT par exemple, on peut peut-être se dire que le modèle du don, notamment par Patreon, va à ses limites. C'est-à-dire que en fait, les gens ils veulent bien donner, mais en fait, il y a un moment donné, quand tu donnes à tout le monde et que t'as rien en retour, ça bloque. Typiquement, avec un NFT, se dire que ok, on fait un don, mais on a quand même quelque chose en échange, on a une part du média. Alors après, il faut trouver une utilité à ce NFT. Ça peut être quand même assez important de se dire, d'accord, je finance ce créateur, mais je veux participer aux décisions si jamais il veut prendre il veut faire des gros changements sur sa chaîne YouTube, par exemple. Combien de gens ont été déçus d'avoir soutenu quelqu'un et que finalement, une fois que ce projet s'est bien développé, il a pris d'autres orientations ou il a même carrément arrêté, quoi. Donc là, l'idée de se dire, faire en sorte, de la même façon qu'il y a les crypto-monnaies qui ont un petit peu démocratisé tout ce qui est bourse, alors on peut très bien se dire qu'on va un petit peu plus loin et que
on peut aussi démocratiser le financement des médias, la gouvernance, c'est-à-dire la direction d'un média. C'est-à-dire, c'est quand même bête qu'il y ait des grands journaux, des grandes radios qui dépendent que de la décision d'une petite dizaine de personnes. Et souvent, ce sont des dirigeants qui, bon, forcément, sont peut-être pas des acteurs historiques, en tout cas qui n'ont pas apporté spécialement beaucoup de soutien en fait, qui n'ont pas été des acteurs très importants dans le développement du média. Moi, ça me paraît très logique que plus on participe au développement d'un média, ça se fait déjà sur le salariat. C'est-à-dire que quand tu rejoins une entreprise, ben, tu peux avoir voilà, tu peux avoir des actions à force, et donc du coup, tu peux avoir un certain poids année après année parce que tu as contribué au développement de l'activité. Ben, pourquoi on peut pas le faire ça aussi pour l'audience? C'est-à-dire que si tu es un auditeur fidèle, comment ça se fait que si ça fait 20 ans que tu es fidèle à une radio, que tu as fait la promotion sur les réseaux sociaux, que tu as tout acheté, tous les goodies et tout, et que tu aucune reconnaissance derrière? Mais aujourd'hui, technologiquement, comment tu fais pour mettre en place cette reconnaissance? Voilà, comment tu fais pour valoriser cette reconnaissance? Alors oui, tu peux créer un compte et avec un compte classique, on peut avoir un système de points, mais si tu veux, ces systèmes de points, on peut tricher là-dessus. C'est-à-dire c'est très opaque, quoi. Alors que là, publiquement, c'est-à-dire que tu montres publiquement ton soutien, tu montres publiquement tes actions et voilà. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt là-dessus. Après, effectivement, Il y a une ouais, vas-y, termine. il faut trouver des cas d'usage simples. Il faut trouver une expérience à proposer qui est concrète, qui est voilà. Il faut faire l'abstraction au maximum de la technologie. Il y a d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça crée toute une économie derrière. Parce que si vous créez un collectif média, donc vous dites aux gens, bah écoutez, coparticipez au financement du média, vous aurez des compensations techniques. Il y a une gamification derrière, il y a une animation de communauté à faire. On parlait du manque de temps dans la partie 1, ça rajoute du travail, donc ça se sous-traite. Je pense qu'on peut aller écouter Fleet, le podcast de Flavie Prévost sur Web3. Donc il y a des nouveaux métiers qui émergent, qui est animateur de communauté Web3, etc. C'est très intéressant. Et j'en discutais à Paris mardi. Planète Ingé, c'est un média qui veut aussi éduquer sur les sujets, redonner la parole à des ingés. La science, le cœur de la science, c'est la validation pair à pair par des pairs du contenu, la confirmation du contenu. Par exemple, je pense aussi à ce que fait le Réveilleur sur du contenu que lui, ce qui est vérifié par les auditeurs YouTube qui disent ah bah là c'est vrai, c'est pas vrai, etc. On pourrait imaginer avec le Web3 une certification peer-to-peer du contenu avant diffusion, par exemple. Je sais pas. Oui. On pourrait imaginer un système comme ça. Effectivement, au lieu que ce soit juste un rédac chef qui valide ou non la publication d'un contenu, bah là, ce serait un collectif et ce serait beaucoup plus juste parce qu'en fait, on aurait ces droits, ce droit-là en fonction de ce qu'on a fait. On serait rémunéré peut-être parce qu'on a soit écouté ou soit parce qu'on a fait la promotion, parce qu'on a fait une certaine action qui a permis voilà, qui a été en faveur du développement du média. Et aussi, c'est quand même aussi important de financiariser tout ça parce que c'est aussi important de se dire, à un moment donné, peut-être que ce droit-là, il m'intéresse plus et en fait, je le revendre et je le revends à quelqu'un d'autre qui, lui, a intérêt, pour une raison ou une autre, d'avoir plus de pouvoir et il va l'acheter, ce pouvoir. Mais un peu comme c'est le cas avec les actions pour les entreprises, si tu veux. Aujourd'hui, est-ce que tu peux acheter des actions? Je sais pas, la Lagardère comme ça. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, j'aimerais pouvoir, effectivement, il y a des newsletters auxquels je crois et j'aimerais peut-être pouvoir prendre un peu participer en fait à l'aventure, mais au lieu de faire tout ça gratuitement et consommer beaucoup de mon temps ou envoyer des dons comme ça, j'aimerais avoir une sorte de contrepartie, voilà, avoir une contrepartie, que cette contrepartie qu'il puisse y avoir des évoluements financiers ou au moins en tout cas de gouvernance. Ok. Du coup, ça fait toi, par rapport à ça, justement, il y a un projet dans lequel tu croyais qui s'appelait Podcast Magazine. Ça t'a permis de tester, de mettre en place quelque chose de concret pour un média, justement, via le Web3, via les NFT. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu avais fait là-dessus? Ouais, j'avais fait une expérimentation. Voilà, c'est une idée que j'avais en tête et je voulais vraiment le créer. Voilà, un proof of concept très concrètement. Donc, je me suis impliqué avec Podcast Magazine, qui est un magazine sur le podcast.
un magazine papier qui vient de se lancer. Et j'ai mis en place en fait alors déjà j'ai mis 2 choses en place. J'ai mis en place un système d'abonnement à vie avec des NFT. Donc là, il faut voir les NFT comme des cartes membres, des passes virtuelles numériques standardisées, librement échangeables sur le marché. Donc j'avais fait en sorte de créer une édition limitée de 50 NFT. Donc un NFT donnant un abonnement à vie et un accès au contenu payant de Podcast Magazine. En fait, c'est une forme de paywall nouvelle génération, à différence que ces accès sont revendables. Et en plus, ils sont en nombre limité. Donc là, ça crée de la rareté. Et cette rareté, elle est assurée, elle est certifiée grâce à la blockchain, qui permet de certifier la propriété numérique. Donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce média qui se lance, Podcast Magazine, il a besoin de fonds en amont. Forcément, c'est un risque pour quelqu'un de prendre un abonnement à vie. C'est un risque aujourd'hui, sans le concept de NFT, on pourrait prendre un abonnement à vie, mais on se dit bon bah d'accord, je vais payer cher, mais après derrière, si jamais le magazine il fonctionne pas, bon moi j'aurais payé assez cher pour rien. Bon, c'est pas intéressant. Alors que là, avec le NFT, on se dit ok, on n'en crée que 50, donc les 50 qui financent du coup le lancement du média, peut-être que plus tard, cet abonnement à vie, comme il y aura beaucoup de contenu, que l'abonnement à vie, comme le magazine il se sera développé, il vaudra beaucoup plus cher l'abonnement annuel. Il vaudra peut-être 2 fois plus cher que le prix de l'abonnement à vie au lancement du média. Donc peut-être que si la personne qui a acheté une NFT se dit tiens finalement le média s'est bien développé, mais je consomme pas spécialement les contenus, en fait je vais le revendre et je vais faire une plus-value. Moi je trouve que c'est donnant des 2 côtés. Enfin, si tu veux, c'est sain pour le média parce que du coup ça lui permet de constituer une petite trésorerie sans pour autant perdre d'actionnariat, parce que finalement on a juste donné des accès à vie, hein, c'est rien en fait. Hein, et c'est aussi très intéressant pour celui qui finance, qui prend le risque, qui soutient le projet, parce qu'il y a quand même une certaine contrepartie. Et surtout, la notion de rareté, d'exclusivité, c'est aussi important. C'est ce qui permet aussi de faire augmenter un petit peu la valeur du NFT. Donc ça, c'est la première expérimentation que j'ai fait avec Podcast Magazine. J'ai fait une deuxième expérimentation avec ce magazine. J'ai mis en place 4 NFT et donc chacun donnant droit à un quart de page sur tous les numéros de Podcast Magazine. C'est-à-dire que vraiment tu achètes la propriété d'un quart de page de tous les numéros de magazine. Donc on peut imaginer qu'en fait ce quart de page on l'utilise pour mettre de la pub ensuite pour être sponsor en fait. Et donc un sponsor peut acheter un de ces 4 emplacements pour placer ta pub et peut-être plus tard revendre cet espace. De la même façon que l'abonnement à vie, au tout début, cet espace publicitaire ne vaut pas grand-chose, puisque le média se lance, en fait. Comme le média se lance, on connaît pas vraiment l'audience et on fait un pari, en fait. On fait un pari sur la visibilité et on se dit, si finalement le magazine, il est tiré à plusieurs exemplaires, peut-être que cet emplacement publicitaire, il vaudra beaucoup plus cher. C'est-à-dire que le fait d'annoncer dans un tel magazine pour le prix qu'on a payé initialement, on peut imaginer une plus-value derrière. On peut imaginer que finalement cet espace aura beaucoup plus de valeur. Donc voilà, donc ça c'est l'idée vraiment de tokeniser des espaces de visibilité, de l'espace publicitaire. Et finalement voilà, là j'ai quand même encore un peu trop parlé technologie, mais on comprend quand même le concept. C'est-à-dire que là, on comprend qu'on utilise la technologie pour des nouveaux cas d'usage, pour des nouvelles formes de monétisation qui n'étaient pas possibles avant. Voilà, c'est vraiment des nouveaux paradigmes pour l'économie des médias, selon moi. Et ça, c'est intéressant. D'accord. Et on a d'autres exemples d'expérimentation ? Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler. Et vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur rédiger un avis, vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Voilà, ça me fait super chaud au cœur et je vous laisse en compagnie de l'invité. Ouais, oui, bien sûr. Là, comme tu dis, tu emploies souvent le mot de concept, d'expérimentation. On a tendance à vouloir aller trop vite et à dire ah ça y est, c'est ça qu'il faut faire, ou c'est ça la nouvelle mode, ou ça y est, ça va prendre le pas. Non, on replace les choses dans leur contexte. C'est ce que tu disais précédemment, c'est que on est encore au balbutiement et avant de changer le monde. Les vieilles recettes ont encore de beaux jours devant elles. Tu peux nous donner d'autres exemples d'expérimentation des médias français ou internationaux qui se sont lancés dans le Web3, même si le grand public n'est pas au courant, ou si peut-être ça reste encore assez confidentiel, j'en sais rien, des bons exemples?
Bah, surtout Wheeler c'est intéressant de faire des tests maintenant parce que finalement on gagne en expérience et après quand ce sera un petit peu plus démocratisé, on saura comment faire et on se plantera pas parce qu'on aura déjà fait les choses, on se sera déjà planté même limite. Oui, alors je peux donner des exemples d'expérimentations. Alors ça va vous surprendre, mais du côté des radios françaises, hein, il y a eu des expérimentations du côté des radios françaises. Il y a eu Fun Radio et Énergie qui ont lancé des NFT. Hein, qui donnait bon, c'était assez limité, hein, la proposition de valeur derrière, mais en gros, c'était pour donner accès à des concerts. Fun Radio s'est associé à une plateforme qui s'appelle Atlanticus Music. Et maintenant, il s'associe aussi à Navstar pour proposer des cartes collector Fun Radio. Je sais que Europe 2, il voulait un certain temps se positionner sur ce sujet aussi. Ils cherchent surtout une expérience pour favoriser l'adhésion après leur rebranding, parce que Virgin Radio s'est de nouveau renommé Europe 2. Aux États-Unis, on peut parler de iHeart, qui a créé la franchise Non-Fun Squad. Alors, c'est assez marrant parce que c'est un réseau de podcasts incarné uniquement par des personnages des images qu'on voit sur les NFT. Donc, la première émission créée qui s'appelle Prop Culture, ça met en scène 2 personnages de la collection Quirkies. Donc, voilà, c'est une collection NFT assez, qui a eu un peu de succès. Et donc, les NFT, là, assurent surtout pour iHeart Media, la propriété intellectuelle. Et aussi, c'est l'assurance d'une communauté très active. C'est un peu comme s'il y avait une forme de Disney qui se créait et tout d'un coup, il y a un réseau média qui achète la propriété intellectuelle de personnages voilà, de Disney pour en faire des émissions dérivées. Donc ça, c'est assez intéressant d'utiliser cette technologie-là pour la gestion de droits et là de propriété intellectuelle. Je sais que je suis pas mal en lien avec un DJ qui s'appelle Buffalo, qui justement fait des mix et fait des productions musicales, et on réfléchit beaucoup à proposer des NFT pour permettre à n'importe qui d'acheter des droits d'utilisation de ces productions. Et je sais que par exemple 20 minutes, pour leur émission 20 minutes, ils ont acheté un NFT de Buffalo, et ce qui leur permet, en fait, bon, la loi fonctionne pas comme ça, hein, avec la SACEM et tout, ça marche pas comme ça, mais c'est quand même assez intéressant. Ça permet, c'est un accord entre les deux. En mode, Buffalo dit, bon, vous avez acheté mon NFT, du coup, tant que vous gardez le NFT, vous avez le droit d'utiliser ma musique pour habiller vos émissions en live. Non, mais c'est puissant parce que en fait, plus d'intermédiaires. Ce qu'on voit il y a des plateformes, hein, qui te proposent d'acheter de la musique, hein, pour qui deviennent pas libres de droit, mais toi, tu as payé 10 € pour utiliser une musique d'un créateur sur un site, mais il y a un intermédiaire. Là, aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire. C'est que c'est transparent, c'est direct, et c'est un peu comme tu parlais de cofinancement, de coproduction. Voilà, aujourd'hui, si on passe par une plateforme comme Tipeee, il y a un pourcentage qui est prélevé par Tipeee. Dans le modèle de financement via des NFT, il n'y a pas d'intermédiaire. Oui. Et surtout, c'est que Tipeee a droit de vie ou de mort sur ton projet. S'il décide que finalement, tu n'as pas le droit d'être sur la plateforme, tu n'as pas le droit d'y être, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Bon. C'est un peu là, tu rejoins un peu pareil, tu vois, pour les NFT Planète AG, on passe par Uncut. Si Uncut demain décide que l'émission rentre pas dans son cahier des charges, elle peut fermer. Mais toi, bon, elle peut basculer sur. Elle peut fermer, mais par contre, Uncut, comme ce sont des NFT, tu pourras toujours utiliser les contrats qui ont été déployés sur la blockchain. Donc, il faudra que quelqu'un développe une interface pour que tu puisses y accéder, mais voilà, les NFT, les assets sont toujours présents, ils ne seront pas détruits. Après, j'ai d'autres exemples. Je pense notamment à Rug Radio, qui est c'est un projet de médias décentralisés où l'ambition, c'est, alors pour l'instant, ils font des émissions sur Twitter Space, et en fait, l'ambition, c'est de faire en sorte de créer une communauté, que cette communauté-là contrôle le média. Donc déjà, tu es rémunéré en jetons Rug en fonction de ton application, si tu écoutes, si tu participes à diverses choses. Et tu peux aussi convertir tes jetons Rug en autres jetons, Rug DAO. Et là, du coup, ça te donne des droits de gouvernance. C'est-à-dire que tu as le droit de voter sur des décisions, notamment financières, du média. Donc on voit, voilà, c'est cette première expérimentation de médias décentralisés. C'est très intéressant à surveiller. Pareil pour la newsletter sur la finance décentralisée Bankless, qui rémunère et gère sa gouvernance via sa crypto-monnaie Bank. Donc, côté français, média crypto, on peut penser à déjà à 20 minutes, 20 minutes, qui a lancé le premier journal papier dédié au Web3 avec le lancement de
collection d'une collection de 999 NFT qui a permis le lancement du projet, et donc chaque NFT donne droit à une place sur Discord, un rôle sur Discord qui permet un peu de prendre des décisions sur l'orientation du projet. Et on a le média crypto Cryptost qui vient de lancer une collection de 400 NFT qui donne des droits de gouvernance, pareil, qui permet, ça donne le droit de participer à l'écriture du prochain numéro papier de Cryptost. Donc c'est un petit peu inspiré de 20 Mint. Et puis il y a même le Parisien qui a lancé une collection de NFT. Alors c'est des NFT de couverture historique. J'ai assez peu suivi le projet. J'ai trouvé les propositions de valeur moins claires. C'est vrai que c'est important alors je parle pas pour Parisien, mais c'est important aussi de pas surfer sur les tendances et de vraiment essayer de régler des problèmes, parce que souvent quand on veut juste faire du NFT pour faire du NFT, on l'a vu à expérience avec Porsche par exemple, où finalement ils ont abandonné leur idée de lancer leur collection de NFT. C'est parce que la proposition de valeur était pas assez claire et il n'y a pas d'utilité, et on sent qu'ils ont juste voulu surfer sur une vague et finalement ça marche pas, ça prend pas, quoi. Oui, parce qu'on a l'impression quand même qu'en 2021, même 2022, il y avait une hype autour de ça. C'était un effet de mode. Les gens l'ont vu comme un moyen de spéculation, d'enrichissement, etc. Et des gens ont un peu plongé dedans, on va dire. Comme tu dis, sans voir derrière la réelle utilité, quelle vraiment problématique ça résolvait. Du coup, est-ce que ça n'a pas signé un peu la mort de toute cette de tout ce Web3, de toute cette hype autour des NFT Non, est-ce qu'on est vraiment en train de construire quelque chose de solide autour de ça? En fait, ce qui est dommage, c'est que les regards se concentrent sur les aspects financiers, et en plus par vague, en fait, par hype. En fait, quand on pense à tous les scandales avec FTX, etc., en fait, tout ça, on est loin des fondamentaux du Web3. En fait, on oublie vraiment les fondamentaux, les idées de décentralisation que je partage à 100%. Donc, je le répète, hein, on est qu'au balbutiement. Beaucoup de projets sont au stade de prototype, mais ce qui est déconcertant, c'est que souvent, tout est question de marketing. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'aimerais qu'on se concentre beaucoup plus sur les solutions élégantes qui règlent des problèmes. J'aime quand les raisons d'être, les missions sont claires et cohérentes, et je pense qu'un projet, pour qu'il réussisse, désormais, justement, il doit être dans ce cas-là. Donc, peut-être qu'on a l'impression que c'est un peu moins l'euphorie, que moins de gens sont dessus, mais en réalité, en ce moment, justement, on dit que c'est une époque de builders, que le bear market, c'est pour les builders, et ça, je partage totalement, parce que du coup, il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit, mais par contre, il y a des projets beaucoup plus sérieux. Et donc, je pense qu'au contraire, il fallait pas trop s'intéresser aux NFT pendant que t'étais la hype, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de désinformation. Voilà. Je pense qu'une première expérience sur la crypto en 2021, c'est pas une bonne. Voilà, ça n'a pas dû être très agréable, quoi. Il vaut mieux rentrer là que c'est calme, parce que déjà, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup moins sollicité par l'actualité. Et en plus, les projets sont vraiment là pour construire et beaucoup moins pour profiter. Donc voilà, la valeur perçue d'un projet Web3 doit être vraiment forte, et la communauté doit en avoir pour son temps et son argent. Et quand on parlait aussi des médias en première partie, on disait voilà, il y a une concurrence forte. Qu'est-ce qui fait que un auditeur va choisir de consacrer 1 heure de son temps sur les 24 heures de sa journée pour une émission et pas une autre? Bah là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une valeur perçue très forte, et il faut apporter des choses. Ok, et ben écoutez, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur des sujets que vous voulez approfondir, qui n'ont pas été traités, n'hésitez pas à contacter Anthony, hein. On va donner ses coordonnées juste à la fin de l'épisode, et on mettra ça dans le descriptif de l'émission. Si quelqu'un a envie de tester des choses, un créateur de contenu là aujourd'hui, est-ce qu'il existe des outils, qu'est-ce que tu conseilles pour tester des choses, pour se lancer un petit peu dans cette aventure? Alors déjà, pour débuter, c'est avoir un wallet, c'est-à-dire un portefeuille numérique. Et honnêtement, je recommande Mon Pèlerin, MTPELERIN. À la fois sur Mon Pèlerin, c'est on peut acheter avec une carte bancaire ou un virement bancaire ses premières cryptos, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, Polygon ou autre. Mais aussi l'application Bridge Wallet, c'est un portefeuille qui gère
à la fois Bitcoin et les principaux réseaux VM comme Ethereum, etc. Donc voilà, c'est facile d'acheter, de vendre la crypto. C'est un acteur suisse et donc c'est un peu plus rassurant. Et surtout, c'est que vous restez avec cette solution-là. C'est pas comme Binance ou autre. Vous restez vraiment maître de vos cryptos. Vous avez vraiment alors ça peut faire un peu peur parce qu'on parle de seed phrase, voilà qu'il faut l'écrire. Enfin, en tout cas, il faut la stocker et ne pas la divulguer et que vous êtes maître de vos fonds. Mais ça, c'est vraiment la base de la crypto. Et donc, c'est assez intéressant de rester maître de ces cryptos avec ce type d'application. Et vous verrez, hein, si vous testez, vous verrez que l'application elle est assez intuitive, elle est assez vraiment intéressante et vous pouvez depuis l'app acheter et vendre aussi. Il y a assez peu de solutions qui permettent de vendre. Donc voilà, je recommanderais aussi d'essayer Paragraph à la place de Substack pour les newsletters, en plus d'avoir une copie de tout ce qu'on publie sur Substack et c'est publié dans un système de stockage décentralisé, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est sur Arweave, je crois qu'il le stocke sur Arweave. Donc ça garantit que les productions existeront toujours parce que c'est stocké à vie dans un système de stockage décentralisé. Donc sinon dans Paragraph, il y a tout un système intégré pour n'autoriser des contenus que à celles et ceux qui vous soutiennent, donc à celles et ceux qui achètent des NFT. Ils ont mis aussi en place tout un système de referral où vous pouvez inciter et récompenser tout individu qui vous apporte des abonnés. Donc c'est vrai que je parle de ça d'incitation économique parce que ça c'est vraiment ce qui est pour moi au cœur de l'idéologie du Web3 quoi. C'est de faire en sorte de trouver un équilibre et de répartir et partager justement la valeur. Si je dois continuer un petit peu sur les outils, on va aller un peu plus sur la tech pour ceux qui sont développeurs, en tout cas qui veulent tester pour publier un site web de façon décentralisée, une alternative à AWS S3, il y a Fleek, F-L-E-E-K, ou Pignata, ça c'est pour tester IPFS, le stockage décentralisé. Et sinon, je crois beaucoup en système de rémunération par temps de consommation de contenu. Donc, je conseillerais de tester l'application d'écoute de podcast Fontaine. Et vous pouvez booster des podcasts avec des satoshis. Les satoshis, c'est des fractions de Bitcoin. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous pouvez rémunérer directement le producteur de l'émission via du don en Bitcoin. C'est super. C'est ça. C'est pas trop encore américain ou anglophone. Il n'y a pas trop d'auditeurs français encore sur l'application. Alors, il y avait des Onvocasts. Il y a des Onvocasts. Des Onvocasts supportent le don en Satoshi, mais c'est vrai que c'est quand même encore assez complexe techniquement. Voilà, c'est bon. Déjà, le souci, c'est que la plupart des hébergeurs ne permettent même pas de configurer ça dans le fil RSS. C'est-à-dire que, en fait, quand on diffuse un podcast, en fait, c'est un peu comme une page web. Le page web, c'est HTML. Pour le podcast, c'est du RSS. C'est pareil, c'est des tags et des balises. Et donc, un hébergeur de podcast, là, on met nos MP3, nous génère aussi ce fameux fil RSS. Et le problème, c'est que les hébergeurs, il y a Blubrry, je crois, qui permet de faire ça. Mais globalement, il n'a pas beaucoup d'autres. Il y a aussi Castopod, qui est une solution d'hébergement de podcast open source qui permet Sur Fontaine, ça ne pousse pas automatiquement, mais tu peux connecter le flux RSS. Donc, tu peux ajouter ton propre en tant que créateur. Ouais. Ah oui, peut-être. Oui, c'est vrai, effectivement. Vous pouvez retrouver Planète Ingé sur Fontaine et faire un don. Ah d'accord. Okay. Il suffit juste de connecter le flux RSS, si je me trompe pas. Donc d'accord. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement, oui. Bon, en tout cas, ça reste quand même voilà. Ça reste. C'est pas automatique. Un truc voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, mais je pense que dans le principe du micro-don comme ça, décentralisé, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. D'accord. Ok. Et je pense on a bien couvert. Il y a un sujet, il y a un point qu'on n'a pas couvert. Tu voudrais juste mentionner. Et puis après, je te laisse. C'est un peu ta minute promo, Anthony. T'as ta minute promo, donc. Alors moi, j'ai pas spécialement grand chose à vendre. Par contre, au contraire, je suis intéressé pour connecter avec d'autres personnes, pour travailler sur des projets. Voilà, moi, je travaille surtout par passion. C'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de Podcast Magazine, l'idée de tokeniser des espaces de visibilité. Donc ça, c'est vrai que c'est un projet que j'ai en tête et que toute personne qui nous écoute, qui serait intéressée, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler sur un projet comme ça. Donc vraiment, l'idée serait de s'attaquer aux problématiques du financement des médias, des créateurs indépendants et influenceurs aussi, et de tokeniser l'espace de visibilité, de
c'est-à-dire que vous financez en échange d'un droit de propriété sur un espace publicitaire. Donc, j'ai déjà mené cette expérimentation avec Podcast Magazine. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, si vous êtes chaud pour creuser cette idée avec moi, moi, en tout cas, j'ai déjà codé les contrats Solidity. J'ai réalisé déjà un premier pitch deck. Donc, à voir si je vais poursuivre l'aventure. Mais voilà, je pense que tout seul, c'est un peu complexe. Mais si ça vous parle, ce type de projet, n'hésitez pas à me contacter. Discutons-en sur Twitter, ANTH, Anthony Gros, sur LinkedIn. Super, merci beaucoup, Anthony. Et merci à toi, Mathieu. C'est toujours un ouais, plaisir merci. de parler de mes passions comme ça au micro. J'espère que c'était intéressant pour tout le monde. Et je pense qu'on aurait pu faire un épisode de 24 heures. Malheureusement, si on veut pas perdre trop d'auditeurs, il faut qu'on reste concis. Et je pense que là, déjà, on a explosé le cahier des charges de 2 fois 30 minutes, mais c'est souvent le cas sur Planète Ingé. Donc, c'est pas grave. Merci beaucoup, Anthony. Ça a été un plaisir. On a parlé de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de sujets à creuser. On est dans les balbutiements. Ça a été un épisode aussi un peu introductif au sujet. Donc, vous me laissez des messages si vous voulez qu'on creuse un peu plus le sujet des médias, de la technologie et du Web3. Merci à tous et à surtout s'il y a d'autres ingénieurs qui sont qui sont passionnés par les médias comme ça. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, réunissons-nous, faisons un petit collectif ensemble, discutons ensemble entre passionnés seuls de leur côté. Complètement. Voilà, c'est un appel. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous. Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités. Donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de 2 manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter, newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.